Alors, bonjour, je suis Renée Ouimet, directrice du mouvement Santé mentale Québec. Alors, bienvenue à ce webinaire sur les forces. À côté de moi, vous voyez Antoine Daudelin-Guénette et puis une autre, la première conférencière que vous ne voyez pas encore, que vous allez voir dans 5 minutes à peu près, qui est Marie-Noëlle Paquette. Alors, je vais vous parler un tout petit peu du mouvement Santé mentale Québec et de notre campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Alors, dans le cadre de la semaine de la santé mentale qui va avoir lieu du 6 au 12 mai prochain, on lance, nous, une campagne annuelle de promotion de la santé mentale parce qu'on considère qu'il est important de parler de bonne santé mentale tout au long de l'année pour essayer de la maintenir le plus possible. Alors, cette année, notre thème, c'est découvrir, c'est voir autrement. Et aujourd'hui, le webinaire, c'est découvrir les forces pour voir autrement, une approche appliquée aux communautés. On remercie beaucoup Crise du CAM pour ce partenariat parce que sans eux, on ne pourrait pas vous offrir ces webinaires fort intéressants. Et Luc Dargis qui est ici avec nous. Et puis, je remercie aussi Isaline Collet qui travaille au mouvement Santé mentale Québec qui a organisé. Alors, je veux juste vous présenter nos membres. Comme c'est la semaine de la santé mentale qui s'en vient partout, pas partout, mais dans plusieurs régions du Québec, vous allez pouvoir avoir accès à plusieurs activités. Alors, vous voyez à l'écran les groupes membres du mouvement Santé mentale Québec. Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Haut-Richelieu, Lac-Saint-Jean, Rive-Sud, Pierre-de-Sorel, Québec, Saguenay, Outaouais, Abitibi, ouest de l'île de Montréal et nord du Québec. Alors, vous pourrez aller voir sur notre site dans membres et puis vous allez pouvoir voir qui sont nos membres et aller directement voir les activités qu'ils vont offrir dans le cadre de la semaine de la santé mentale. Je veux vous rappeler, avant qu'on commence les conférences, que la santé mentale, pour nous, c'est une composante essentielle de la santé. C'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. Et que c'est un équilibre dynamique entre les différentes sphères de notre vie, sociale, physique, spirituelle, économique, émotionnelle et mentale, et qu'elle nous permet d'agir et de réaliser notre plein potentiel ou notre potentiel, des fois il n'est pas plein non plus, de faire face aux difficultés normales de la vie, d'apporter une contribution à la communauté. Et ce qui est important pour nous de dire, c'est qu'on ne crée pas notre santé mentale toute seule, être influencé par les gens qui nous entourent, par notre communauté et par les politiques et par les milieux. Alors, c'est tous ensemble qu'on crée la bonne santé mentale. La semaine s'en vient, découvrir, c'est voir autrement. Alors, 3 thèmes dans le cadre de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. La première, c'est découvrir ses forces et découvrir les forces des autres. C'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. À l'automne, on va vous offrir un deuxième webinaire sur les bénéfices de la curiosité. Et vers janvier, un troisième webinaire sur les stratégies d'adaptation. On parle de ces 3 thèmes-là, de ces 3 éléments-là, parce que pour développer nos stratégies d'adaptation, bien, c'est sûr que c'est plus facile si on connaît nos forces, si on connaît les forces des personnes qui nous entourent, si on est une personne curieuse, et après ça, c'est plus facile de développer une panoplie de solutions face aux changements qu'on vit quotidiennement. Le matériel de la campagne, comme vous voyez à l'écran, il y a des affiches, des pliants jeunesse, population, milieu de travail, des fiches d'animation. Il y a même des fiches pour que vous puissiez offrir, je regarde ma collègue pour qu'elle me dise le mot, un ciné-débat. Alors, allez voir être-bien-dans-sa-tête.ca, vous allez découvrir tout ça. Vous pouvez télécharger en ligne, commander, tout ça est possible. Alors, les 2 personnes que je vais vous présenter aujourd'hui, la première qui va intervenir, c'est Marie-Noëlle Paquette, qui est conseillère en santé mentale à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Alors, j'ai rencontré Marie-Noëlle
sur la Côte-Nord. On était toutes les deux intervenantes dans un colloque dans une communauté autochtone. Et j'ai bien aimé son approche. Et puis, après ça, on a vu que la commission a vraiment travaillé sur l'approche axée sur les forces. Et on lui a demandé si elle pouvait être avec nous aujourd'hui pour présenter cette approche-là de manière globale et qui va mettre la table aussi pour Antoine Daudelin-Guénette, qui après ça va vous parler particulièrement du milieu de travail. Mais ce que va nous dire Marie-Noëlle, c'est vraiment pour tout le monde, qu'on soit jeune, adulte, aîné, au travail. Et elle va le faire avec une approche de la santé mentale des communautés autochtones. Alors ça, c'est un plus aujourd'hui et je pense qu'on ne le fait pas assez souvent. Et Antoine Daudelin-Guénette, que je vais vous présenter tout de suite et qui va prendre la parole après, est consultant en développement organisationnel à Alia Conseil. Et lui aussi, je l'ai entendu parler lors d'une conférence et il parlait vraiment de l'approche axée sur les forces en milieu de travail. Et trop souvent, peut-être, on va faire des évaluations où on va beaucoup parler de ce qui est à améliorer, mais oublier de mettre en avant, je dirais, les forces des personnes. Alors, je vais partager l'écran avec Marie-Noëlle qui va prendre la parole. Et la dernière chose, vous pouvez aller sur le site du Mouvement Santé Mentale je vous rappelle, pour connaître les activités de nos membres à travers le Québec. Et aussi, on vous offre une activité à Montréal le 11 mai prochain qui va être à Concordia, qui est une belle journée avec des panels, des livres vivants qui vont vous parler de leur histoire, une dérive urbaine. Alors, c'est une journée qu'on vous offre et on fait ça en association avec les art-thérapeutes qui vont vous présenter une panoplie de ressources en art-thérapie. Alors, allez voir sur notre site et on vous invite à venir nous rejoindre là-bas. Et pour les personnes qui ne pourront pas être à Montréal, tout ça va être diffusé, les deux panels vont être diffusés en direct. Alors, je partage l'écran. Merci. Alors, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là pour parler de l'approche par les forces, effectivement, qui est une approche totalement stimulante et intéressante qui permet vraiment de se rapprocher de ce que l'être humain a de plus prometteur. Alors, en matière de santé mentale ou de mieux-être, comme on préfère dire dans le contexte de l'intervention avec les Premières Nations. C'est vraiment une approche qui est intéressante et qui est bien en ligne avec la vision du monde des communautés des Premières Nations et avec leur vision aussi du mieux-être mental. Donc, comme je disais, on préfère parler de mieux-être que de santé mentale. C'est davantage le mot qui est employé dans les communautés. Alors, sans plus tarder, ce que je vous propose, donc, c'est un petit survol de l'approche par les forces avec certains liens que je vais pouvoir faire avec, justement, la vision du mieux-être holistique chez les Premières Nations, puis comment cette approche-là peut venir nourrir un peu cette vision-là du mieux-être mental. Alors, d'abord et avant tout, un petit historique très rapide. L'approche par les forces a été développée dans les années 80 à l'Université du Kansas, à l'École de service social, par Charles Rapp et Rick Gosha, donc deux professeurs qui ont développé cette approche-là. À l'époque, c'est pas une époque très lointaine, mais vous conviendrez que la société a quand même évolué depuis. Quand on parlait de santé mentale, on parlait de diagnostic, on parlait de symptômes, on parlait de limites aussi beaucoup et de déficit. Alors, dans le fond, l'approche par les forces, c'est justement d'essayer de renverser un peu cette tendance-là, puis de redonner du pouvoir aux personnes, aux individus, de leur permettre de reprendre du pouvoir sur leur vie en s'appuyant sur leurs forces, parce que tout être humain a des forces, s'appuyer sur leurs forces et les forces de leur environnement pour arriver à atteindre leurs objectifs de vie. Alors, cette approche-là, dans le fond, s'appuie sur un constat, en fait, c'est que toute personne humaine, peu importe d'où on vient, peu importe quelle est notre histoire, quelles sont nos conditions socio-économiques ou l'environnement dans lequel on vit, les êtres humains désirent tous pas mal la même chose. Hein? On veut être en lien
avec des personnes significatives. On veut s'accomplir, peu importe quelle définition on donne à l'accomplissement personnel ou quels sont nos objectifs, tout le monde souhaite s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Et tout le monde veut vivre une vie satisfaisante, une vie riche et satisfaisante. Donc, c'est là-dessus que ça s'appuie. Et puis, c'est une approche vraiment qui redonne beaucoup de pouvoir et qui s'appuie vraiment sur le potentiel des gens. Donc, en fait, il est question de changer la direction de notre projecteur. Hein? Quand on a un projecteur et puis qu'on cible les problèmes et les déficits, ben, on identifie des problèmes à résoudre, on identifie des difficultés, on identifie des déficits. Et puis, à ce moment-là, c'est sûr que ça peut facilement entraîner un sentiment d'impuissance chez la personne qui se retrouve confrontée, dans le fond, à ses limites. Tandis que si on change la direction de notre projecteur puis qu'on éclaire davantage les forces que la personne a à l'intérieur d'elle-même et les forces de son environnement, bien déjà, on va lui permettre d'augmenter sa motivation, de s'appuyer sur du positif pour aller construire davantage dans sa vie, puis pour aller accomplir et puis réaliser ses objectifs de vie. Donc, en fait, intervenir comme intervenant avec l'approche par les forces, ça implique d'accompagner la personne à faire un inventaire de ses forces. Et puis ça, c'est une activité qu'on peut faire comme intervenant, de soutenir la personne qui va faire l'inventaire de ses forces, mais c'est aussi une activité qu'on peut faire personnellement à tout moment de la vie, dans le fond, de se centrer un petit peu sur les forces qu'on possède et que notre environnement nous propose aussi. Alors, en fait, les forces qu'on va pouvoir aller inventorier, ça va être des compétences que l'on a présentement ou qu'on a déjà utilisées dans le passé. Par exemple, une personne qui actuellement est dans une situation où elle n'a pas beaucoup d'occasions de se réaliser ou d'accomplir des tâches qui sont significatives pour elle dans son quotidien. Bien, peut-être que dans son passé, elle a eu des expériences de travail, par exemple, stimulantes, qu'elle a accompli des choses très spécifiques dans des tâches de travail, par exemple. Ce serait des choses qu'on pourrait aller revisiter à ce moment-là. L'inventaire des forces va aussi se pencher sur les connaissances qui ont été accumulées par la personne à travers toutes les expériences qu'elle a vécues dans sa vie. Et puis, on va aussi se pencher beaucoup sur les ressources que la personne possède ou les ressources qui sont disponibles autour d'elle. Ça peut être des ressources de tout type. Par exemple, ça peut être des ressources qui sont plus matérielles, l'accès à des équipements, l'accès à des infrastructures. Ça peut être aussi l'accès à des intervenants qualifiés si elle en a besoin, accès à des organismes communautaires. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir aller explorer. On va y revenir plus en détail. Alors, partir à la découverte de ses forces individuelles, ça nécessite d'abord de se pencher sur les traits de personnalité qui nous définissent. Alors, ce qui me définit comme personne, je peux être une personne honnête, je vous certifie que je suis une personne honnête. On peut être sensible, curieux, donc il y a plein de qualificatifs qui nous définissent et puis qui sont des forces. Alors, c'est important de prendre le temps de les définir et c'est la même chose en intervention, d'accompagner nos clients, quand on a des clients en intervention, à aller les visiter, ces forces-là qu'ils possèdent comme qualité personnelle. Par la suite, on va se pencher sur les habiletés et les talents. Là, on parle ici de compétences. Par exemple, on peut être talentueux dans les sports, dans la musique. On peut être un parent particulièrement dévoué ou particulièrement présent, avoir de bonnes habiletés parentales. Ça aussi, c'est une compétence. Donc, ça peut être vraiment dans toutes les sphères de vie qu'on a des compétences et c'est important d'aller les identifier. Par la suite, pour mettre toutes ces forces-là, qui sont des qualités et qui sont des compétences, pour les mettre en action, ça prend aussi des intérêts et des buts, des aspirations. Donc ça va vraiment être les éléments qui vont venir soutenir la motivation, qui vont venir déclencher la mise en action aussi. Donc, ça peut être des tout petits intérêts ou des tout petites aspirations, mais ça peut être aussi des choses à plus long terme. Et puis, c'est ça qui va venir justement soutenir la motivation des gens
à atteindre un mieux-être. Alors, ça peut être des choses aussi simples, mais peut-être pas tant, d'apprendre à cuisiner, de se trouver un emploi. Dans les communautés, on a souvent des gens qui veulent recommencer à pratiquer, par exemple, la chasse et la pêche dans les communautés des Premières Nations. C'est des activités traditionnelles qui suscitent l'intérêt, qui suscitent des aspirations. Donc, ça peut être des aspirations qui vont permettre de mobiliser les gens puis de les mettre en action. Ensuite de ça, on va prendre le temps d'évaluer les forces de l'environnement. Alors ça, ce n'est pas des forces qui relèvent directement de la personne, mais c'est des forces qui sont autour d'elle et qui lui sont accessibles. Donc, ça peut l'aider aussi à atteindre ses buts puis à lui amener une vie qui va être satisfaisante pour elle. Par exemple, si on a une famille qui est particulièrement soutenante, c'est une grande force individuelle, c'est une grande force, environnementale. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les communautés des Premières Nations où le tissu social est peut-être plus rapproché, où la famille est présente. Alors, une famille qui est là, qui entoure bien la personne, qui va, par exemple, être disponible peut-être pour garder les enfants pendant que la maman peut reprendre un projet d'études. C'est un bon exemple. Donc, c'est une force environnementale. Ensuite de ça, avoir accès à un groupe d'entraide, par exemple. Si on a une personne qui est anxieuse et qui a accès à un groupe d'entraide qui lui fait du bien, on est dans la force environnementale également. Un milieu de travail qui offre une certaine flexibilité, par exemple par rapport à l'horaire, ça permet de moduler un petit peu ses obligations professionnelles avec sa vie personnelle, puis de peut-être enlever une petite couche de stress dans la vie quotidienne. Bien, ça aussi, c'est une force de l'environnement. Quand on est en contexte d'intervention, puis qu'on veut faire une évaluation avec le modèle par les forces, ce n'est pas une évaluation qui va venir remplacer l'évaluation psychosociale qu'on utilise normalement, ni les outils qu'on utilise d'habitude. C'est plutôt un complément. Ça va venir amener un nouvel éclairage, une nouvelle lumière sur la situation. C'est vraiment une approche qui cible les acquis, les compétences et le potentiel, puis qui va venir essayer de déterminer quelles vont être les conditions favorables pour que ce potentiel-là soit développé au maximum pour que la personne soit satisfaite de son existence. C'est vraiment ça. Alors, c'est un accompagnement aussi qui va venir s'axer sur ce qui fonctionne bien dans la vie de la personne et sur ses rêves. Comment on peut concrétiser, l'aider et la soutenir à concrétiser ses rêves. Alors, c'est une belle approche super positive. Ici, je vous ai mis les 8 domaines de vie qui sont liés à l'approche par les forces. Alors, quand on fait l'évaluation par les forces, on va vraiment aller visiter tous les domaines de vie de la personne. Il y en a 8. Ici, sont présentés dans une roue. Vous allez comprendre tantôt avec la roue de médecine pourquoi c'est présenté dans une roue. Nous, on le présente de cette façon-là parce que la roue a vraiment comme une signification dans les communautés des Premières Nations. Alors, les 8 domaines de vie qu'on va aller évaluer avec l'approche par les forces, c'est la vie quotidienne, la santé, dans une perspective globale, la spiritualité au sens large, très large, les loisirs, l'éducation et le travail, le réseau social, la famille, la sexualité et les finances. Donc, ce sont les 8 sphères de vie qu'on va pouvoir aller évaluer vraiment de façon, dans le cadre d'une discussion ouverte, vraiment d'aller discuter de chacun de ces domaines de vie-là pour aller identifier justement quelles sont les forces, quelles sont mes qualités personnelles qui vont aller s'inscrire dans chacune de ces sphères de vie-là? Quelles sont mes compétences que j'ai développées dans ma vie qui vont venir aussi me soutenir et m'aider dans ces différentes sphères de vie-là? Quelles sont les ressources de mon environnement qui sont disponibles pour moi et qui m'aident à m'épanouir dans ces différentes sphères de vie-là également? Au centre de la roue, vous avez le mieux-être. Donc, c'est vraiment ce qui est visé et ce qui est ciblé avec l'approche chez les Premières Nations, mais je pense de façon générale pour tous, c'est pas mal ce qu'on cible, n'est-ce pas? Et dans le contexte des Premières Nations, vous voyez qu'autour de la roue, on a la culture, parce que pour les Premières Nations,
la culture est au centre et vraiment enveloppe tout le reste. Alors, c'est dans la culture que tout ça devient accessible et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus les individus, les membres des Premières Nations se rapprocher de leur culture, la faire vivre, se réapproprier des éléments de la culture, parler leur langue et tout ça, parce que ça a beaucoup d'impact sur l'identité et ça a beaucoup d'impact sur le mieux-être. Donc, voilà pour la roue des 8 domaines de vie. Donc, on va poursuivre un peu avec l'évaluation de ces 8 domaines de vie-là. Alors, on ne les passera pas tous, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des 8 domaines de vie va être exploré en profondeur en questionnant un peu qu'est-ce qui fait que ces domaines-là sont riches actuellement, quelles sont les richesses qui se trouvent déjà et quelles sont les aspirations que l'on a qui pourraient être explorées pour amener la personne, dans le fond, vers un mieux-être accru. Alors, par exemple, si on explore la sphère de la vie quotidienne, on va pouvoir questionner un petit peu le milieu de vie de la personne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans son milieu de vie qui fait que ça lui convient? Qu'est-ce qui fait que la personne se sent chez elle? Est-ce que c'est la décoration, la présence d'un balcon, des fois la tranquillité de l'environnement autour? Qu'est-ce qui fait que ce milieu de vie-là lui convient et qu'elle se sent chez elle? Quelles sont les ressources qui sont disponibles dans son environnement? Ça peut être le quartier, ça peut être la ville, les environs. Qu'est-ce qui est accessible pour elle comme ressource dans son milieu? Et quelles sont les habiletés de vie aussi qu'elle peut utiliser dans son quotidien? Dans toutes les habiletés qu'elle a développées dans sa vie, est-ce qu'elle a des occasions de les mettre en pratique et de les utiliser dans sa vie quotidienne? Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir aller explorer pour bien identifier, dans le fond, quelles sont les forces qui se présentent dans la sphère de la vie quotidienne et aussi quelles sont les aspirations, puis vers où on peut aller, quel va être notre moteur pour avancer là-dedans. On va faire ça vraiment pour chacune des sphères pour en arriver à un portrait global puis être capable d'avoir des pistes d'amélioration qui vont aller cibler les domaines qui vont être identifiés comme prioritaires par la personne à ce moment-là de sa vie. On s'entend que c'est un processus qui est en continu et qui est toujours en changement aussi parce qu'on évolue, on change, on s'améliore aussi souvent. On trouve des nouvelles pistes d'action, on essaie des nouvelles choses. Donc, c'est un processus qui est en continu dans la vie. Alors, ce qu'on cherche à aller, dans le fond, créer, mettre en place, c'est des conditions favorables, dans le fond, pour que la personne puisse exploiter son potentiel d'une façon qui va la rendre heureuse. C'est ce qu'on cherche à trouver. Donc, on souhaite que ces domaines de vie lui amènent un mieux-être, que ce soit suffisamment développé dans la façon qu'elle souhaite pour que ça lui apporte un sentiment de satisfaction puis un mieux-être. On souhaite que la personne puisse avoir des buts et des rêves et puisse aussi utiliser les forces qu'elle possède et ses compétences pour les atteindre. On souhaite que la personne ait confiance dans les étapes qu'elle va devoir franchir pour atteindre ses buts aussi, qu'elle se sente en mesure de le faire et qu'elle se sente soutenue par ses forces, mais aussi par... Je vais me dépêcher. Alors, oui, on souhaite donc qu'elle ait formulé une aspiration, qu'elle ait développé sa confiance pour franchir les étapes, qu'elle ait accès à des ressources, qu'elle les connaisse et qu'elle sente qu'elle peut y avoir accès, qu'elle soit en relation significative avec des personnes autour d'elle et qu'elle ait suffisamment d'opportunités pour pouvoir se réaliser de différentes façons dans sa vie. Alors ici, vous avez un petit résumé de tout ça. Alors, on a nos 8 domaines de vie qui sont au centre. Et ce qu'on souhaite à travers tout ça, c'est que chacun de ces domaines de vie-là se développe de telle façon qu'on arrive à une meilleure qualité de vie, un accomplissement personnel et une reprise de pouvoir. Donc, tout ça s'appuie sur les forces qui sont individuelles et environnementales. Donc, c'est à partir de ces forces-là qu'on va pouvoir s'appuyer pour bonifier les différentes sphères de vie. Je vais rapidement, c'est plate, je vais y aller rapidement parce que je savais que c'était un petit peu trop long, mon affaire. Le mieux-être mental, selon les Premières Nations, je vous en ai parlé un petit peu. Donc, en gros, c'est une recherche constante tout au long de la vie d'équilibre entre les 4 dimensions de la roue de médecine que je vais vous présenter à l'instant. Donc, la dimension spirituelle, émotionnelle, physique et mentale. C'est enraciné dans la culture, comme je vous disais, et c'est inséparable de l'identité culturelle forte. Donc, c'est vraiment une vision qui est holistique et puis qui est ancrée dans la culture. Je vous montre tout de suite la roue de médecine. Vous allez comprendre pourquoi
l'approche par les forces est quand même très adaptée à l'intervention en communauté. La roue de médecine, en fait, nous montre les 4 domaines, les 4 sphères de la personne, donc mentale, spirituelle, émotionnelle et physique. On doit, pour être dans un état de bien-être, chercher l'équilibre dans ces sphères-là. Donc, cette recherche d'équilibre-là, dans le fond, ça implique nécessairement d'utiliser nos forces et les forces de la communauté aussi pour se réaliser, pour vivre une vie qui est riche, qui est satisfaisante et qui va venir nous combler dans les 4 dimensions pour que ça demeure en équilibre. Donc, c'est vraiment l'approche par les forces et cette vision-là de la santé holistique, c'est vraiment très, très facile de faire les liens et c'est pour ça qu'on aime autant cette approche-là. Ensuite, je termine avec ça. Dans le cadre, on a un cadre du continuum du mieux-être mental qui a été développé par les Premières Nations du Canada et qui viennent, dans le fond, nous donner un petit peu plus de matière autour des 4 sphères de la roue de médecine. Donc, dans le fond, tout ce qu'on va aller chercher comme accomplissement dans notre sphère physique, c'est ce qui va nous amener un but. Ce qu'on va aller chercher pour bonifier notre sphère spirituelle, ça va nous donner de l'espoir. Ce qu'on va aller chercher dans notre sphère émotionnelle va nous aider à trouver une appartenance. Donc, ça, on est dans les relations interpersonnelles. Et ce qui va nous combler au niveau de la sphère mentale, alors ça, c'est ce qui va venir donner du sens à notre vie. Alors voilà, c'est les grands éléments. J'aurais aimé m'y attarder un petit peu plus, mais j'aurais pas le temps. Mais voilà, ça a fait pas mal le tour de mon contenu. Marie-Noëlle, merci. C'était vraiment intéressant. Et puis, travailler à partir des forces et puis de voir la vision de la santé mentale autochtone, c'est vraiment génial. Merci. Alors, j'arrive. Alors, vous reconnaissez à côté de moi Antoine Daudelin-Guénette, qui est de Alia Conseil. Alors, je l'invite à vous parler de comment on applique ça dans le milieu de travail. Merci René, merci Marie-Noëlle. Donc, comment on applique ça dans le milieu de travail? Écoutez, c'est une question vraiment à laquelle je m'intéresse depuis plusieurs années. Et juste avant de commencer à vous apporter des éléments de réponse, je vous invite à regarder la prochaine image et à me dire dans le chat ce que vous en pensez. Donc, quand vous regardez cette image-là, qu'en pensez-vous? Donc, rapidement, quelques éléments dans le chat. Donc, voici votre réponse à ce que vous en pensez. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette peinture? Qu'appréciez-vous? Encore une fois, je vous laisse quelques minutes pour inscrire ce que vous appréciez de cette peinture dans le chat. Les couleurs, la diversité, le mélange des couleurs, les différences, la synergie des formes, laisse place à l'imaginaire, la fluidité, la créativité, les courbes, la lumière. Merci pour vos réponses. Donc, poser 2 questions différentes fait émerger évidemment 2 réalités différentes. Je vous propose ici une appréciation de cette peinture par Charlotte Rodon. Je la lis avec vous. L'œuvre est composée d'un système de lignes dynamiques, droites ou ondulées et de cercles. Donc, on voit que c'est une réponse quand même assez rationnelle, une réponse assez de tête, grâce auquel on peut ressentir un mouvement qui semble perpétuel, comparable à la musique. Donc, sentez ici l'aspect appréciatif, l'aspect affectif de la posture. Et donc, le travail par les forces, mon invitation est de l'amorcer avec cette posture. Une posture de tête et aussi une posture de cœur. Et cette posture est celle de l'enquête appréciative, donc de l'approche d'enquête appréciative, qui a été développée par David Cooper-Ryder et entre autres Diana Whitney Stravos, popularisée maintenant par quand même de nombreux praticiens, et qui nous invite, comme vous le voyez à la définition qui suit, à découvrir ce qui est sain et ce qui fonctionne bien dans l'organisation pour s'en servir comme tremplin de développement et de transformation. Donc, Marie-Noëlle l'exprimait tantôt, parfois,
dans nos milieux de travail et même dans nos relations avec les autres, quand on cherche à se développer, quand on cherche à améliorer les choses, on peut avoir un œil moins appréciatif que déficitaire. C'est-à-dire que notre cerveau est pas mal circuité de façon à voir ce qui accroche, à voir ce qui va pas, à voir ce qui ne marche pas dans l'organisation, mais aussi dans nos rapports avec les autres. Et donc, quand on cherche à travailler avec les forces, au contraire, on cherche à miser sur ce qui nous donne l'énergie, ce qui fonctionne bien, et qui va nous permettre de tirer le meilleur du passé vers le futur. Puisque, je reprends ici quelques auteurs que j'apprécie beaucoup, investir, et j'aime beaucoup la façon dont ils le disent, investir dans nos faiblesses pourra au mieux les faire passer notre performance de passable à convenable, mais rarement de passable à excellent. Et cette posture-là, bien, elle a été développée, entre autres, en amélioration continue par un certain David Shea, qui nous a également inspiré lorsqu'il s'agit d'être dans des démarches d'amélioration continue. Donc, une force, c'est quoi? Une force, ça mange quoi en hiver? Ben, c'est une capacité. C'est une définition que je propose. Il y en a différentes. Celle-ci fait plutôt consensus. Une capacité préexistante envers une façon particulière de penser, de ressentir et de se comporter, qui est authentique, qui est énergisante et qui entraîne pour la personne son fonctionnement optimal, son développement et sa performance. En même temps, je tiens ici vraiment à établir une nuance par rapport à la dimension de performance ou encore de fonctionnement optimal, parce que des fois, c'est des mots qui peuvent nous amener à penser que l'utilisation des forces mène nécessairement, ou a nécessairement comme moteur d'intention d'amener chacun des travailleurs sur, comme le dit ma collègue Sylvie Ménard, que j'aime beaucoup, sur une paroi d'escalade en position de performance, en étant tout le temps à notre top meilleur. Alors que, dans le fond, le travail par les forces, ce à quoi ça nous invite, c'est surtout d'être dans une zone de bien-être, d'être dans une zone de perma, comme nous disait Martin Seligman. Donc, nos forces contribuent, entre autres, à établir des émotions positives, d'avoir des relations positives avec les autres aussi, à se sentir engagé dans ce qu'on fait, à se sentir accompli et surtout, quand on est dans nos forces, quand on travaille dans nos forces, le sens de ce qu'on fait prend tout à coup une autre tournure. On tient beaucoup plus de vivacité. Je poursuis. Il y a trois approches pour travailler avec les forces en psychologie organisationnelle, à tout le moins. Il y en a d'autres. Moi, j'en ai découvert une autre avec Marie-Noël. Donc, merci pour cette ouverture. Évidemment, on ajoute ici à votre scrapbooking des forces avec trois autres approches. Par contre, moi, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est d'entrer principalement dans la troisième, celle du VIA Institute. Mais notez que pour chacun des courants, que ce soit celle du CAP, que ce soit celle de Gallup, ou encore que ce soit celle du VIA Institute, chacun possède des tests qui permettent d'apprécier ses forces de caractère. Le VIA Institute nous permet d'avoir accès à un test qui est ici gratuit. Donc, vraiment, le VIA est une institution qui cherche à démocratiser l'utilisation des forces dans la vie, pas seulement qu'au niveau du travail. Et en même temps, il est possible d'utiliser le langage qu'il nous propose pour travailler d'une perspective individuelle, mais aussi dans une perspective d'équipe, lorsqu'on cherche à avoir un impact sur le bien-être, sur la santé mentale, sur le sens de ce qu'on fait chaque jour au boulot. Donc, le Character Strength Survey comporte 24 forces de caractère et généralement, on dit que nos 5 à 7 premières forces sont nos forces de signature, c'est-à-dire des forces qui émergent chez nous, qu'on va chercher en fait, qu'on va appliquer de façon assez naturelle. Des forces, lorsqu'ils sont exprimés, lorsqu'on est là-dedans, là, on se sent sur notre X, ça nous énergise
Et en même temps, on a tendance à être quand même assez efficace dans notre travail quand on est dans nos forces, démontré par la littérature. Et le travail par les forces implique aussi, peut-être vous vous dites, est-ce que sur 24, si mes 5 premières sont mes forces de signature, mes 5 dernières sont des faiblesses. En fait, l'idée, c'est que c'est des forces parfois érodées, parfois qu'on utilise moins, qu'on appelle des forces basses ou des low strength, comme on dit en anglais, de sorte que on ait l'occasion, si le cœur nous en dit, de les travailler pour les faire monter un peu plus haut au service de ce qu'on cherche à accomplir. Donc, ce ne sont pas des faiblesses à proprement dit, mais simplement des forces qu'on va avoir tendance à moins utiliser. Et évidemment, on a des forces phasiques, des forces au centre, qui, elles, vont être utilisées davantage à l'occasion. Donc, je poursuis. Maintenant que j'ai un peu positionné de ce que c'était une force, le vocabulaire à partir duquel on pouvait évidemment commencer à les appliquer pour entrer dans l'aspect un peu plus pratique de la chose. Donc, vous avez ici 4 étapes qui sont proposées par Niemiec. Donc, pour travailler les forces dans le milieu de travail, première des choses cruciales, il faut en prendre conscience. Et pourtant, la littérature nous dit que 2 tiers des gens, donc la majorité des gens, ont la difficulté à nommer avec acuité leurs forces. Donc, si cet après-midi, par exemple, vous allez dans votre milieu de travail, vous demandez aux gens quelles sont vos forces, pour avoir fait l'exercice à l'occasion, souvent les gens vont nous parler, par exemple, de leur qualité collaborative, ou vont dire, moi, je suis travaillant, ou je suis ponctuel. En même temps, dans l'approche appréciative, on postule que le langage crée la réalité. Donc, plus votre vocabulaire est riche pour parler des forces, plus vous allez avoir de leviers pour venir les activer. Pour les intervenants d'entre vous et ceux qui travaillent un peu, par exemple, avec la communication non-violente, c'est un peu la même chose. Plus notre vocabulaire est riche pour parler du monde des émotions et des besoins, plus, évidemment, on va avoir de leviers pour travailler avec les émotions et les besoins. Les forces, c'est la même chose. Donc, je rentre ici dans la première habitude. La première habitude, en fait, c'est de monter le volume sur la posture appréciative. C'est de monter le volume sur un état où on est disposé à voir ce qui fonctionne bien chez les autres. Parce que, je l'ai mentionné dès le départ, notre cerveau a tendance surtout à identifier ce qui ne marche pas, ce qui nous dérange, les irritants, puis les problèmes dans le milieu de travail. Donc, d'adopter un œil appréciatif, simplement pour voir ce qui fonctionne bien, pas seulement au niveau de la tête, mais aussi au niveau du cœur, au niveau des tripes, de ressentir l'effet de ce qui est beau, de ce qui est bien, de ce qui fonctionne. C'est une première habitude à développer. En tout cas, tout le moins celle que je vous invite à tenter. Pour cet après-midi, essayez ça. La deuxième habitude est de repérer ses propres forces. Donc, évidemment, si on cherche à utiliser ces approches-là en milieu de travail, c'est important, dans le premier temps, d'appréhender cette réalité-là. Tout le moins, c'est mon invitation, de comprendre le vocabulaire et les ressentis et aussi les concepts à partir de vous, à partir de vos propres forces. Donc, sur le VIA.org, vous pouvez compléter le Character Strength Survey, le test sur les forces de caractère, et ainsi avoir accès à vos 24 forces. Et c'est un test, évidemment, qui est validé scientifiquement et qui va contribuer à élargir notre vocabulaire pour parler de ce que c'est les forces. Vous voyez, par exemple, moi, la première fois que j'ai complété ce test-là, et la deuxième et la troisième, il y a toujours la même force qui est arrivée en premier. Puis, honnêtement, entre vous et moi, je me demandais sincèrement à quoi c'est que ça pouvait bien me servir dans la vie, cette force-là. Et c'est la suivante. Première force de caractère, l'appréciation de la beauté et de l'excellence. L'appréciation de la beauté et de l'excellence. Écoutez, moi, psychologue organisationnel de formation, je dis, qu'est-ce que pourquoi ça peut m'être utile d'apprécier la beauté et l'excellence? Et en même temps, dans des démarches de coaching, lorsqu'il s'agit de travailler des designs d'ateliers, des designs de formation, lorsqu'il s'agit d'accompagner quelqu'un
j'ai cette facilité-là à voir ce qui est beau, ce qui est bon, qui marche bien, et de monter le volume là-dessus dans mon accompagnement. Et quand je suis là-dedans et quand je fais ça, ça se fait tellement de façon naturelle. C'est moi, c'est authentique, ça m'énergise et je ne peux pas me forcer pour faire ça. Et en plus, visiblement, je suis quand même pas si mal dans cet exercice. Troisième habitude, maintenant, repérez les forces des gens qui vous sont chers. Maintenant que vous repérez les vôtres, portez votre regard à l'extérieur et offrez-leur un feedback là où ils n'y voient que des faiblesses. Mais en même temps, un feedback sans une lettre rose. Donc, l'idée n'est pas d'apprécier et de créer des sentiments de compétence ou qui ne sont pas là, qui ne devraient pas être là en réalité, ou encore de créer des fausses croyances par rapport aux compétences des gens. Donc, l'idée n'est pas là. L'idée est vraiment de simplement offrir cet après-midi, dans une réunion, en croisant un collègue, en croisant quelqu'un, un feedback sur ses forces, là où peut-être il ne voit que des faiblesses. Et je vous propose ici deux techniques assez simples pour offrir ce feedback. Premièrement, la première, et disons que je vois un collègue qui s'est exprimé de façon très créative en équipe, très imagée, bien, je peux lui partager que j'ai effectivement trouvé sa façon de s'exprimer absolument créative, absolument impactante, et lui expliquer un rationnel de ce que ça peut avoir comme effet au niveau de l'équipe, et en même temps, lui expliquer pourquoi moi, j'apprécie cette force-là chez lui. Ne serait-ce que parce que ça contribue parfois à des climats qui peuvent être très de tête dans certaines réunions, et lui, il amène un certain côté métaphorique, poétique, qui nous amène ailleurs, puis qui fait vraiment contribuer à l'émergence de toutes sortes d'idées. Donc, première technique, très simple. L'autre technique est, en fait, à partir d'un moment où vous voyez quelqu'un dans une zone d'excellence. Vraiment, quelqu'un qui est en train comment je pourrais dire, qui a géré un conflit entre deux personnes et qui a réussi vraiment à s'auto-réguler, à gérer ses émotions de façon impeccable. Partagez-lui ce moment-là où vous vous êtes senti apaisé. Partagez-lui l'effet que ça a eu sur vous. Partagez-lui aussi peut-être une hypothèse sur la force en présence et voyez ce que ça a comme impact chez lui. Donc, première stratégie de feedback, ici, on va plutôt nommer la force observée, partager un rationnel et dire ce que ça m'a fait, alors que dans la deuxième technique de feedback, on cherche plus à partager une observation d'un moment où on a senti la personne purement dans sa zone d'excellence. Évidemment, il y a d'autres façons d'apporter des feedbacks, mais pour aujourd'hui, je vais en rester à ces deux éléments-là. Je poursuis. D'autres moyens de prendre conscience de ses forces, c'est d'aller chercher une rétroaction de ses proches. Donc, c'est une espèce de 360 de nos forces de caractère. Vous pouvez identifier, par exemple, 10 personnes ou plus, leur remettre un checklist de vos 24 forces et les inviter à identifier 5 à 7 forces de caractère qui vous représentent le plus. Et surtout, les inviter à vous partager des exemples concrets de manifestation de ces exemples-là. Donc, une technique pour prendre conscience de ses forces, d'aller chercher une rétroaction de ce qui fonctionne bien. Et des fois, ça peut paraître un peu surprenant chez les gens d'aller se faire poser cette question-là. Voyons, parle-moi de ce qui... Mais en même temps, si vous leur partagez votre intention, en toute modestie et en toute humilité, pour chercher à clarifier ce qui est pour vous votre zone d'excellence, tout à coup, on saisit bien votre intention, puis on est volontaire pour vous accompagner. Donc, autre technique, soustraire une force de signature. Disons que je vous demande aujourd'hui de réfléchir à un moment où vous supprimez votre première force de caractère pour un mois. C'est-à-dire, pour un mois, vous ne pouvez plus être créatif. Pour un mois, être aimable envers les autres, gentil envers les autres, témoigner ou encore témoigner de votre gratitude envers les autres, impossible.
Le travail d'équipe pendant un mois, ça disparaît. Comment vous vous sentez? Comment est la vie au travail? Puis si vous avez quelques éléments de réponse, je vous invite à les compléter dans le chat. Moi, par exemple, j'écrivais « La vie est plate ». Si je ne peux plus apprécier ce qui est beau et excellent, la vie, elle est plate, elle est terne. Et donc, quand on soustrait cette force-là de caractère, ça parle aussi de l'importance de sa présence. Et vous pouvez faire cet exercice-là avec quelques forces qui apparaissent dans vos 5 premières forces, au test sur les forces, à savoir vos forces de signature. Faites l'exercice en essayant d'en soustraire une après l'autre, voir comment vous vous sentez et d'apprécier leur présence. Je termine ici, évidemment, à partir d'objectifs de coaching, très simple, comment je peux être plus courageux à certains moments, comment je peux monter le volume sur mon courage, si je suis gestionnaire. Est-ce que je peux te couper pour te dire qu'on a des réponses qui sont intéressantes à partager? Oui, d'accord, allons-y, bien sûr. Juste un petit, d'interaction un peu. Je me sentirais incomplète. Complète. Plus envie d'aller au travail. J'aurais plus envie d'aller au travail. Je serais mieux de ne pas me présenter au travail. Wow! Je me sentirais comme un canevas vide. Oh, ça parle de l'importance. Ça parle de leur force. Merci, René. Le canevas vide. L'image est forte. Donc, travailler à partir d'objectifs de coaching, si vous êtes coach ou peut-être si vous êtes gestionnaire, vous pouvez accompagner des gens dans le déploiement de ces forces-là et même sur des forces qu'ils utilisent bien et qui cherchent à utiliser dans davantage de contextes. Ou encore des forces qu'on peut, à certains moments donnés, sous-utiliser ou encore surutiliser. Je reprends encore le même exemple. Si, par exemple, on surutilise le courage comme gestionnaire dans notre prise de décision, ben, peut-être qu'on peut parfois rentrer dans une zone de témérité. Alors que peut-être que si j'utilise davantage ma prudence, une autre force de caractère, je monte un peu le volume sur la prudence, ça va venir tranquillement apaiser mon trop plein de courage managérial pour pouvoir jouer mes forces de façon équilibrée. Et c'est ça l'idée. D'être capable de jouer ses forces de façon équilibrée au service de notre bien-être. Enfin, au niveau de l'équipe, j'aime bien créer une routine d'utilisation des forces, en tout le moins le suggérer, que ce soit en début de rencontre, de faire un petit tour de table en demandant aux gens quelle force avez-vous utilisé cette semaine et peut-être parfois même un check-out en fin de rencontre, d'inviter le groupe à exprimer quelle force ensemble, comme équipe, on a utilisé aujourd'hui qui nous a permis d'être utile. Certaines personnes pourraient mentionner, par exemple, la capacité de travail d'équipe et aussi notre force de travail d'équipe, mais aussi notre force de régulation, alors que ça générait de l'enthousiasme et tout le monde voulait participer. On a utilisé ça au service d'un résultat de groupe, plutôt simplement que de l'impulsion de laisser aller individuel. Et là, bon, ben, vous savez, on tire dans toutes les directions à ce moment-là. Et finalement, si vous choisissez d'aller un peu plus loin dans ce travail-là, ben, il peut être intéressant pour vous de mettre en commun vos 5 premières forces de signature. C'est-à-dire que de les avoir sur un tableau, ensemble, si vous êtes 5, 6 dans l'équipe, 8, peut-être même 10, 12, 15, et pour un peu chercher à apprécier le portrait général, où se situent vos forces. Et si vous remarquez que l'équipe a tendance à avoir certaines forces en particulier, par exemple des forces très intrapersonnelles, bien, comment on peut venir ensemble chercher à les balancer pour avoir des forces plus diversifiées au service de ce qu'on a réalisé ensemble comme équipe. Et évidemment, la démarche, en conclusion, d'appréciation de rendement, d'évaluation de rendement, qui pourrait être, qui sait, basculer ou ajuster vers une appréciation de la contribution, une appréciation des forces au travail, plutôt qu'une évaluation de votre rendement. Et là-dessus, évidemment, je pourrais passer facilement un autre 20 minutes avec vous pour vous parler de ça. Ça ne se fait pas, évidemment, là, à la légère. Ce switch-là vers une appréciation de contribution, service des forces de chacun. Mais, tout le moins, en conclusion, si je peux vous inviter, d'une part, à adopter la posture appréciative cet après-midi, à chercher à monter le volume là-dessus, là, votre petit switch là, ici, là, mettez ça en on.
Et débuter humblement par la découverte, l'exploration de vos propres forces. Donc, encore une fois, monter le volume là-dessus, essayer de les ressentir, pas juste au niveau de la tête, mais aussi au niveau des tripes. Créer intentionnellement des habitudes individuelles ou d'équipe. Des petites habitudes, des petites choses. Pas changer le monde tout de suite, mais changer le monde une force à la fois. Merci. Merci beaucoup. J'entends les applaudissements avec vos deux interventions. Alors, on va prendre les questions. J'aime beaucoup l'appréciation de la contribution. On sait que la reconnaissance au travail est vraiment un facteur de protection en santé mentale. Et là-dedans, on parle beaucoup aussi de reconnaître les forces, mais reconnaître les forces, c'est beaucoup reconnaître les personnes aussi. Absolument. Absolument. Alors, il y a des belles présentations. Bravo. Vous voulez dire que la première étape est de reconnaître que nous avons des forces et qu'on peut les utiliser. Qu'est-ce que tu répondras à ça? Absolument. Je ne sais pas comment si Marie-Noëlle réagit à cette question-là, mais j'ai tendance à croire qu'on apprend beaucoup, pas qu'on appréhende, mais on connecte beaucoup avec la réalité, mais en fonction des expériences qu'on fait individuellement dans un premier temps. Donc, c'est la raison pour laquelle comprendre ses propres forces, comprendre comment ça se travaille en nous, et selon moi, tout le moins une première étape pour mieux comprendre l'autre dans ce qu'il est et évidemment dans ses forces à lui. Marie-Noëlle, est-ce que tu t'ajouterais quelque chose? Ben, c'est pas mal. Je pense pas avoir grand-chose de pertinent à ajouter parce que, Antoine, tu as vraiment tout. Il me semble que tu as bien résumé sur ce commentaire-là. Là, j'ajouterais rien. C'est exactement ce que j'aurais dit aussi. Alors, vous allez pouvoir faire des teams. Vous avez fait un team du tonnerre. Vous allez pouvoir continuer ça. Hein? Mêler la culture autochtone et puis la gestion, l'organisation, la gestion en milieu de travail. Ça peut être vraiment intéressant. Je regarde juste s'il y avait d'autres questions. Moi, Antoine, il sait que j'ai une grande question puis que je l'ai ramené beaucoup lorsqu'on préparait ça, où on parle beaucoup de performance au travail et d'excellence. Et je me disais, puis je trouve que tu l'as bien ramené, comment bien travailler, exploiter les forces, ses forces et les forces de nos collègues. Et ceci dit, on n'a pas besoin d'être toujours accroché à la paroi, à se dire est-ce que je suis performant, mais est-ce que je travaille bien? Mm-hmm. Oui, effectivement. Puis encore une fois, c'est vraiment, je rends hommage à ma collègue Sylvie Ménard, qui est une experte en psychologie positive, qui utilise cette image-là. Et en fait, c'est qu'on a des réserves d'énergie qui sont limitées. Et être constamment en posture de performance, mais là, encore une fois, l'image d'avoir à générer une énergie maximale à tous les instants au service d'objectifs organisationnels. En soi, c'est une idée qui peut parfois être popularisée dans certaines cultures, qui peut être forte dans certaines cultures. Et en même temps, la question que je nous pose, c'est est-ce que c'est réellement quelque chose de réaliste pour faire un pléonasme? Est-ce que c'est réaliste d'être constamment accroché à la paroi à haut niveau de performance? Nos cycles de performance sont plus en oscillation. Et donc, parfois, oui, à la limite, on peut puiser dans nos forces pour relever un moment de vérité. En même temps, chaque instant de notre vie peut-il être un moment de vérité et maintenir au niveau de bien-être au travail? Personnellement, je doute de l'impact de ça sur notre santé mentale au quotidien et surtout sur notre niveau d'énergie à la longue. Donc, l'idée, c'est de bien oser. L'idée, c'est d'aller chercher un équilibre dans tout ça. Alors, il y a une question. Est-ce que tu as des exemples d'évaluation des forces qu'on pourrait utiliser en entreprise dans l'évaluation des employés?
Et je disais tantôt que le langage crée la réalité. Je nous invite à utiliser le mot appréciation de la contribution plutôt que évaluation de la contribution. Donc, une force est, à mon sens, tout le moins, c'est ce que je me permets d'ouvrir avec vous aujourd'hui, est moins moins à évaluer la présence d'une force ou non, mais plutôt à l'apprécier, à l'arroser, à la faire grandir, ou parfois en diminuer le volume un petit peu pour jouer de façon plus équilibrée. Est-ce que j'ai des exemples de questionnaires en ce sens-là? En fait, j'ai des exemples de processus. C'est un processus d'appréciation de la contribution qui m'est déjà arrivé d'avoir développé. Mais en même temps, pour le moment, ici, disons que l'espace est un peu limité pour l'expliquer en long et en large parce que sans être hyper complexe, il y a quand même un certain niveau de complexité puis de nuance que je voudrais être sûr de bien apporter. Alors, on pourra vous laisser les coordonnées d'Antoine. Alors, Marie-Noël, il y a une question ici. Est-ce que tu trouves que cette approche pourrait être utilisée à plus grande échelle là, dans notre société où il y a des grandes pressions individuelles? Définitivement. Définitivement. Je pense que en réalité, l'approche par les forces, je pense que c'est plutôt une façon d'observer la réalité, puis un nouvel œil, une nouvelle perspective. Puis effectivement, ça peut être appliqué absolument dans tous les milieux. Et moi, je l'ai présenté beaucoup comme approche d'intervention parce que, bon, on travaille dans les services sociaux. Donc, oui, ça marche comme, tu sais, je veux dire, ça nous amène à orienter nos interventions, mais c'est une façon d'observer notre entourage, de s'observer soi-même, d'observer l'autre et d'aller dégager, en fait, ce qui peut nous permettre de construire quelque chose. Tu sais, c'est complètement une façon d'observer ce qui se passe autour de nous et de nous orienter vers des objectifs qui vont avoir du sens avec qui on est puis avec ce qu'on a comme bagage puis comme capacité de développement. Donc, je pense effectivement qu'à tous les niveaux de la société, c'est une approche qui est facile en plus facile à mettre en place en réalité, étant donné que c'est plus un changement de regard. Il valide tout ça. Il y a quelqu'un qui dit souvent on valorise les forces de nos participants, nos participantes dans les organismes ou dans les milieux, mais on oublie nos propres forces. D'où l'importance à la fois comme intervenant psychosocial, social, comme gestionnaire, de ne pas oublier ses propres forces parce que j'arrête pas de donner l'exemple de ce temps-ci, tu sais, dans l'avion, toujours mettre son masque en premier avant d'aider les autres, ça aide. Alors, c'est ça. Dans les milieux de travail, on parle de produire de la qualité plutôt que de la compétition. Est-ce que ça vous sonne des cloches? Ce mot-là? De la qualité plutôt que de la compétition. Oui, c'est ça, de la qualité plutôt que de la compétition. De l'échange, du travailler ensemble. Absolument. Puis j'accroche aussi sur la compétition. Se positionner par rapport à soi-même en fonction des forces qu'on possède, ça nous permet aussi de se solidifier personnellement puis de se sentir beaucoup plus d'aplomb. Fait que peut-être la compétition a moins de prise aussi, va être moins... la compétition, ça peut amener à de la détresse aussi, ça peut amener à beaucoup d'insécurité. Avec l'approche des forces, prendre le temps de bien cerner nos forces individuelles, ça permet aussi d'avoir cet aplomb et cette solidité-là dans tous nos domaines de vie, dont le travail. Absolument. Et en fait, à partir du moment où je connais bien mes forces, et comme équipe de travail, on est capable de voir et de connaître, par exemple, ne serait-ce que peut-être même par cœur, une ou deux forces de collègues de travail, et qu'on est capable de bien les utiliser en fonction des défis qu'on a relevés ensemble, bien, on commence tranquillement à glisser vers un leadership, mais pas un leadership qui provient d'une seule et unique personne, mais d'un leadership à ce moment-ci qui peut être partagé entre les membres d'une équipe
en fonction des forces que chacun possède. Tout à fait. Alors, à vous deux, une autre question. Comment reconnaître, on arrive souvent à reconnaître nos forces d'une manière rationnelle, ouais. Mais comment faire pour que ça rentre dans le cœur et qu'on croit vraiment à ce qu'on dit? C'est une excellente question, pas facile. Il n'y a pas y a pas de recette magique, mais effectivement que je pense que quand on prend le temps pour dégager nos forces, de se baser un peu sur notre histoire, puis qu'on prend le temps d'observer ce qui a caractérisé notre parcours, puis se baser un petit peu sur des faits, puis être capable de dégager nos forces, mais à travers des expériences. Tu sais, comme ça, on les rattache à quelque chose qu'on a vécu, à des réussites qu'on a eues. Peut-être qu'on y croit davantage à ce moment-là que de faire le processus dans sa tête. Là. Absolument. Et j'aime beaucoup la proposition de raconter une histoire. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous êtes familiers avec ce qu'on appelle l'entretien appréciatif. L'objectif est justement d'inviter un interviewé à raconter un moment où il s'est senti particulièrement fier de ce qu'il a réalisé. Un moment fort pour lui ou pour elle. Et à travers cet entretien-là, qui peut être évidemment un moment dans un milieu de travail, comme ça peut être un moment qui a été réalisé à l'université, comme ça peut être un moment dans la vie personnelle, peu importe. Mais c'est de venir passer le tamis et dégager certaines petites pépites qui ont contribué à faire en sorte de vivre ce moment-là, si je peux dire, de bien-être et où on a réussi à vraiment atteindre ce qu'on cherchait à atteindre. Il y a probablement des forces, là, si on passe le tamis, là, qui peuvent être récupérées de cette histoire-là. Donc, c'est un exercice qui est possible de faire pour justement là, venir faire descendre les forces dans les tripes, dans du concret. Il y a quelqu'un qui dit que c'est une personne, un travailleur de rue, qui dit qu'il rencontre des personnes, puis quand il voit les réussites, les forces, les talents, il les souligne, puis il fait en sorte que la personne en ressente l'énergie. C'est vraiment super. Oui. Super. Il y a une petite question qui arrive. Comment arrivez-vous à vaincre les inquiétudes et les craintes d'un employé quand on veut échanger sur ses forces? Je suis dans un milieu hautement syndiqué. Les employés craignent que ces informations soient consignées dans leur dossier RH et que ça puisse leur nuire. Mon invitation par rapport à ça, c'est dans un premier temps d'expliquer l'intention. Et à la limite, d'expliquer un peu parfois certaines insights qu'on a eues, soit par rapport à l'utilisation de ses propres forces. Et à la lumière de ces expériences-là, où, par exemple, je parlais de l'appréciation de la beauté et de l'excellence tantôt, et de dire, écoute, voici, moi, ce que ça m'a permis de faire. Ça m'a permis de vraiment m'engager dans parfois des dossiers ou des projets qui me permettent d'être davantage sur mon X, pour utiliser l'expression, et dire, et si aujourd'hui on avait une conversation ensemble là-dessus, au service de ta propre zone d'excellence à toi, ta propre zone de force. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, je chercherais à établir un objectif, un lien de confiance, un objectif commun là-dessus, sans forcer. Alors, une autre question, comment on peut amener nos milieux, nos organisations à intégrer ce modèle-là? On fait du porte-à-porte? Ça, c'est la question à 1000 $ qu'on va essayer de traduire en question à 1 $. Est-ce que tu veux y aller, Marie-Noël, ou j'y vais? Ben, je crois que j'ai l'impression que ça cible peut-être davantage le milieu du travail. Je te laisserai peut-être répondre. Je pense que la réponse va être plus ce qui est attendu dans la question, je pense. Oui. En fait, comment faire percoler ça dans l'organisation? Bien, j'aurais envie de reprendre quelques idées de Frédéric Laloux, qui a
écrit un bouquin fantastique, et ça, qui s'appelle Réinventer l'organisation. Et si possible, commencer par créer des petites cellules où on utilise ensemble nos forces. Partager les bons coups, partager ce que ça a permis de faire, faire rayonner ces pratiques-là à partir de votre équipe à vous ou ce sur quoi vous avez de l'influence. Ce serait la première étape. Et à partir de cette expérience-là, bien, je crois que vous allez être en mesure d'élargir votre cercle d'influence et peut-être d'avoir un impact sur l'organisation. Mais comme je le dis, il est facile de travailler les forces d'en haut à partir de la tête. Alors que ce qu'on veut, c'est vraiment faire une pratique pas procédurale ou technocratique, mais vraiment ancrée dans la culture, le lien et la relation avec les autres. Ça revient à notre dernier webinaire pour les personnes qui étaient là sur le pouvoir d'agir, où ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut le faire à petite échelle. Puis, comme dit Gandhi, l'exemple agir en l'intégrant dans notre vie peut transformer des choses. Des fois, ça ne se fait pas tout de suite à grande échelle, mais de petit, ça peut se multiplier. Alors, bonjour Geneviève. Il y a une question par rapport à l'éducation qui est vraiment pertinente dans l'appréciation des élèves et des étudiants. On a Marie-Noël qui... Oui, oui. Oui, Marie-Noël est très d'accord. Non, sérieusement, je pense que les écoles, les collèges et les universités, en tout cas tous les niveaux d'éducation auraient tellement avantage à s'inspirer de cette approche-là. On a beaucoup de jeunes qui sont un peu découragés, qui se sentent un peu à côté de la plaque à l'école. Hein? Puis je pense aux ados, aux adolescents, des fois au secondaire. Puis c'est pas exclusif à eux, mais c'est un exemple qui, des fois, ont peut-être l'impression que le milieu scolaire colle moins avec leur personne et tout ça, qu'ils se sentent moins à leur place. Donc, vraiment, d'aller travailler sur les forces de ces jeunes-là, surtout dans les transitions de vie comme ça, quand c'est un petit peu moins facile des fois de se sentir à sa place. Donc, vraiment, là, si les enseignants allaient chercher ces outils-là puis les implantaient dans le milieu d'éducation, personnellement, j'y crois beaucoup, beaucoup. Puis ce ne serait pas si complexe que ça. En tout cas, s'il y a des enseignants là, parmi les gens qui sont en ligne, là, je vous encourage fortement à aller chercher des outils d'approche par les forces. Ça diminuerait de beaucoup l'anxiété si on changeait nos modes d'évaluation aussi pour travailler sur les forces. Absolument, absolument. Eh bien, messieurs, dames, je vais vous... Pardon, il y a une dernière question. Peut-être le site VIA.org. Oui. Oui, VIA.org, si ma mémoire est exacte. Sinon, vous tapez Force VIA. Force VIA, vous allez tomber, merci René, vous allez tomber dessus. Et voilà, donc c'est gratuit. Peut-être vous allez être inquiet en arrivant, mais vous pouvez trouwer français. Parce que quand on arrive sur le site, on a l'impression que c'est juste en anglais, mais ça peut répondre en français. Et là, je vous invite, je termine en disant que la semaine de la santé mentale est du 6 au 12 mai. On vous invite à parler de santé mentale, pas juste pendant la semaine, mais pendant toute l'année. Allez voir ce que nos groupes membres offrent comme activité. Même si vous allez sur êtebieindanssatête.ca, vous allez tomber sur le site de notre campagne. Vous allez dans activités, vous allez voir les activités sur votre territoire. Et je vous invite à notre journée le 11 mai à l'Université Concordia. Merci de tout cœur à nos conférenciers. Je vais juste voir s'il y a... c'est super ça. Alors, c'est une dame qui dit que l'éducatrice de son enfant, c'est une dame, oui, qui dit que l'éducatrice de son enfant lui rappelle souvent ses forces.
Alors, dans certains milieux, c'est vraiment une pratique qui est déjà intégrée et c'est génial. Alors, le 11 mai, on vous invite à l'Université Concordia. On a des panélistes extraordinaires, des personnes qui vont pouvoir partager leur vie avec vous, ce qu'on appelle des livres vivants, qui vont être là pour partager leur histoire. On a une dérive urbaine et puis ben, tout ça, on vous offre ça de 10h à 5h samedi le 11 mai. Et comme je vous disais, si vous ne pouvez pas être là en présence, il va y avoir les deux panels de la journée vont être diffusés en direct sur Facebook. C'est ça. Alors, merci de tout cœur à nos panélistes qui ont des forces extraordinaires. Je ne vais pas les détailler une après l'autre parce que ça serait long. Merci d'avoir été avec nous et la conférence va être en ligne dans 2 semaines sur notre site. Alors, bonne journée à tout le monde et puis bonne semaine de la santé mentale. Bye. Merci.